Donc la régulation maintenant de cette croissance fœtale, elle est multifactorielle et complexe. En effet, elle dépend de plusieurs facteurs, dont les facteurs maternels. À l'interface entre la mère et le fœtus, on verra tout à l'heure, il y a le placenta qui est extrêmement important pour la croissance du fœtus. Non seulement parce qu'il est l'organe qui permet les échanges entre la mère et le fœtus et apporte les aliments, mais par la fonction propre du placenta, dont on va voir tout à l'heure, qu'il sécrète de nombreuses hormones et facteurs de croissance. Et enfin, il y a la croissance du fœtus dépend aussi de son propre patrimoine génétique, de ses propres facteurs de croissance qu'il sécrète. Et donc, il va y avoir des maladies génétiques du fœtus qui vont interférer avec sa croissance, entraîner un retard de croissance ou une avance naturelle. Et enfin, entre la mère, le placenta et le fœtus, il y a des facteurs environnementaux auxquels est soumis le fœtus et qui peuvent aussi interagir avec sa croissance. Alors, ce que vous devez retenir schématiquement, c'est qu'un retard de croissance précoce, dépisté au cours du 2e trimestre, va orienter surtout vers des facteurs fœtaux, génétiques fœtaux, alors que des facteurs placentaires ou nutritionnels vont surtout entraîner un retard de croissance tardif au 3e trimestre. Donc les causes qui sont recherchées ne sont pas les mêmes. On va commencer par la mère. Donc, tout d'abord, la mère est le contenant, j'allais dire. Et donc, il y a des contraintes physiques avec la capacité de cette maman, la capacité pelvienne. Il est sûr que le bassin d'une femme qui mesure 1m48 ou 1m50 n'est pas le même qu'une femme qui mesure 1m65 ou 70. Et puis, donc ça c'est dans les situations, j'allais dire, physiologiques, normales. Et puis il peut y avoir des malformations utérines qui vont entraîner des contraintes sur le développement du fœtus, comme par exemple des cloisons au niveau de ce fœtus, des utérus cloisonnés ou d'autres malformations utérines. On sait que la parité joue aussi et que le poids augmente du fœtus augmente en fonction de sa position dans la fratrie. Évidemment, la nutrition de la mère va aussi agir sur la croissance du fœtus. Et on sait dans les deux sens, on sait qu'une prise de poids maternelle supérieure à 20 kg entraîne un risque de macrosomie. Et à l'inverse, un apport calorique insuffisant va évidemment diminuer, entraîner un retard de croissance. Et comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt au 3e trimestre. On sait que l'altitude joue aussi sur la croissance fœtale. Plus l'altitude est élevée, plus le poids de naissance est petit. Notamment la moyenne au Pérou qui était donnée montrait qu'il y avait une différence de 15% en raison de l'altitude, du poids de naissance des bébés. Il y a aussi des facteurs toxiques. Le tabac, l'alcool, certaines drogues peuvent entraîner des retards de croissance intra-utérins, et pas que d'ailleurs, mais en tout cas agir sur la croissance fœtale. Et enfin, les maladies maternelles elles-mêmes, l'hypertension artérielle va jouer sur la vascularisation du fœtus et entraîner un retard de croissance intra-utérin, alors qu'un diabète maternel, on en dira un mot, va au contraire entraîner soit des malformations, mais aussi une macrosomie fœtale. On va dire quelques mots sur le placenta, mais c'est l'objectif ça va être le cours suivant. Juste pour vous dire et vous rappeler que le placenta est un organe vital après le 3e mois de grossesse. En effet, avant, ce sont les ovaires qui sont importants pour la vitalité du fœtus. En effet, si on fait une ovariectomie
avant 3 mois, la grossesse s'arrête, alors que si on fait une ovariectomie après 3 mois, la grossesse se poursuit. Donc initialement, dans les premiers trimestres, ce sont les ovaires qui sont l'organe vital, j'allais dire. Et après 3 mois, c'est le placenta. De façon très schématique, un décollement du placenta peut entraîner une mort fœtale in utero. C'est des accidents qui peuvent survenir au cours de la grossesse. Les autres causes de mort fœtale in utero, qui sont malheureusement souvent inexpliquées quand elles sont tardives, près de la moitié des morts fœtales in utero tardives ne sont malheureusement pas expliquées, mais quand on trouve une cause, elle est le plus souvent placentaire, avec un placenta donc pathologique, dont je vous montrerai quelques exemples. En dehors des fonctions de transfert et d'échange, nous verrons également que le placenta a un rôle important de sécrétion et qu'il constitue une barrière dans les deux sens. Non seulement une barrière qui va permettre et faciliter les échanges entre la mère et le fœtus, mais une barrière qui va également protéger le fœtus de certaines agressions. Donc tout ça, c'est le cours suivant. On passe au fœtus, aux causes fœtales. On sait que la croissance du fœtus va être en partie génétiquement déterminée. Elle dépend aussi de la taille des parents. Devant un retard de croissance suspecté chez un fœtus, on va évidemment voir si les parents sont petits aussi, ou inversement, si devant une suspicion de macrosomie fœtale, on va regarder la taille des parents. Et on sait qu'il est également prédéterminé par le sexe, puisque le poids et la taille de naissance des garçons est supérieure à celle des filles. Concernant les facteurs fœtaux lui-même, le fœtus sécrète des facteurs de croissance, comme l'insuline ou l'insuline-like growth factor, IGF, dont on va parler. Et il y a également des hormones de croissance qui sont importantes pour la croissance et la maturation du fœtus, comme les hormones corticoïdes et les hormones thyroïdiennes. On va commencer par ces facteurs fœtaux, l'insuline, les facteurs de croissance, les hormones. Et donc l'insuline, ce que vous devez retenir, et qui peut être glissé comme question dans un QCM par exemple, mais c'est à retenir, c'est que l'insuline est d'origine fœtale. L'insuline du fœtus, elle n'est que d'origine fœtale. Il n'y a pas de passage de l'insuline maternelle vers le fœtus. Et donc on verra tout à l'heure que le diabète maternel qui entraîne une macrosomie, ce n'est pas le passage d'insuline, c'est la régulation de la glycémie, le sucre lui passant chez le fœtus. Le sucre passant, un diabète maternel déséquilibré va mettre le fœtus en hyperglycémie lui-même et va entraîner la synthèse d'insuline par le fœtus. Cette insuline, son mode d'action sur la croissance fœtale va être de favoriser le passage des nutriments, de stimuler la prolifération cellulaire et de stimuler la synthèse des IGF fœtaux. Alors, qu'est-ce que ce sont ces IGF qui sont également appelés les somatomédines? On sait qu'il en existe plusieurs, IGF1, IGF2, et elles ont toutes les deux des protéines de liaison communes, qui sont les IGF Binding Protein IGF-BP. Et elles ont chacune un récepteur spécifique, IGFR1, IGFR2. Leur fonction va être
d'agir sur la croissance fœtale en stimulant la multiplication cellulaire, la croissance cellulaire, la synthèse protéique et glucidique du fœtus. Et la principale voie de signalisation qui est impliquée qui passe par les IGF et IGFR, c'est la voie PI3K. Cette voie est très importante parce que c'est cette voie qui participe à la croissance du fœtus, et une dérégulation de cette voie par des mutations en amont ou en aval sont impliquées aujourd'hui en pathologie humaine et donnent des syndromes avec macrosomie fœtale. A l'inverse, des délétions chez le fœtus qui vont emporter IGF-1 ou leur récepteur, son récepteur, vont entraîner des retards de croissance intra-utérins. Donc IGF-1, notamment, est localisé sur le chromosome 12. Son récepteur est localisé sur le chromosome 15. Son rôle est à la fois dans la croissance du fœtus et du placenta, donc le fœtus sera petit, mais le placenta aussi. IGF-2 est localisé sur le chromosome 11 et il est soumis à empreinte. Vous savez ce que ça veut dire? Qui ne sait pas? Qui sait? Ah, oui. Et donc en fait, il a une expression monoallélique paternelle, pré- et postnatale. Et c'est des dérégulations de l'expression d'IGF-2 qui vont être responsables de la macrosomie dans le cas du syndrome de Beckus-Widmann, qui est une anomalie de méthylation en 11p15. Les récepteurs d'IGF-2, il y a IGF-2R, il y a également le GPC3, qui est le glypican 3. Et de façon intéressante, des mutations dans GPC3 sont également responsables d'un syndrome malformatif avec macrosomie, qui est le syndrome de Simpson-Golabi-Bemel. Ce gène étant localisé sur le chromosome X, ce syndrome atteint les garçons uniquement. Donc voilà, la voie des IGF et leurs récepteurs sont importants pour la croissance fœtale et réellement impliqués en pathologie humaine. Les hormones qui vont également contrôler la croissance fœtale sont de nature variée et d'origine variée. Elles peuvent être fœtales, placentaires, maternelles ou, par exemple, pour les stéroïdes, avoir une triple origine. Donc c'est compliqué de vous les classer quelque part dans les causes fœtales, ou placentaires ou maternelles. Mais en tout cas, ces hormones stéroïdes participent à la croissance, sont indispensables à la croissance et à la bonne maturation fœtale, ainsi que des hormones peptidiques, comme l'hormone de croissance, l'hormone lactogène placentaire, l'hormone chorionique somato-mammotropique et l'hormone chorionique gonadotrope. Donc j'ai choisi de vous parler de ça dans le deuxième cours, de ces hormones. En résumé, il y a donc plusieurs facteurs dont dépendent la croissance et la maturation fœtale, qui contrôlent la croissance et la maturation fœtale, des conditions exogènes, environnementales, comme évidemment la nutrition maternelle, l'altitude, les toxiques, les facteurs maternels, des facteurs placentaires dont nous discuterons tout à l'heure, et des facteurs fœtaux dont les principales voies concernent l'insuline growth factor.